Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Bienvenue dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci de nous écouter un peu partout dans le monde, dans le Nabaya, sur Espace Cancan. Sur la 99, vous nous écoutez à Mamou, sur Fraternité FM. Mamou, la ville Carrefour, il faut le dire, du côté de Farana. C'est Bambou FM qui relaie cette émission. Merci de nous écouter un peu partout en Guinée, à Kakandé, mais aussi en Guinée forestière. Nous nous faisons le plaisir de vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous le savez, vous pouvez continuer également à nous écrire 657 39 13 13 ou sur Twitter. Dans un instant, nous nous occuperons de vos messages. Les anciens travailleurs de Swapiti mal payés dans les faits en réalité, puisque dans les documents tout a été prévu pour qu'ils soient bien traités. Un flou persiste sur la gestion des fonds qui leur étaient destinés. Et depuis quelques mois, ils ont découvert des manœuvres qui les ont maintenus dans une précarité sans précédent. Les travaux sont terminés, mais ils attendent toujours leurs arriérés de salaire. Ces travailleurs réclament 50% à la direction générale du projet. Qu'est-ce qui bloque leur argent et que comptent-ils faire pour accéder à leur demande ce matin? Nous aurons plus de détails avec Paul Kokoliaba, porte-parole du collectif des anciens travailleurs de Swapiti. Et puis, plusieurs enseignants guinéens bénéficiaires en 2017, il faut le dire, du projet de formation. Des formateurs initiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique font face à une difficulté majeure. Il le dit Jacques Lewaleno, depuis août 2020, ils n'ont pu obtenir de bourse pour l'année universitaire en cours. Conséquence, certains ne suivent pratiquement plus de cours, faute de paiement des frais de formation et en raison de la cherté de la vie. Beaucoup d'entre eux sont obligés de faire divers travaux dans leur pays d'accueil pour survivre. Ce projet, pour rappel, piloté par l'ancien ministre Yero Baldé, devrait permettre de financer les études doctorales et de master des enseignants de nos universités et institutions d'enseignement supérieur. En direct ce matin, Alseni Traoré, doctorant en droit public à l'université Toulouse-Capitole, il essaiera de nous expliquer les difficultés donc qu'il rencontre sur le terrain. Mais d'abord, vos messages pour savoir vos différentes réactions sur les sujets débattus ici en studio. Nous commençons aujourd'hui par les internautes sur Twitter. Keita Mamadi, Dr K, nous écrit, il dit « Bonjour les GG, il est temps que la justice soit vraiment indépendante et que chacun connaisse son droit et son devoir. La liberté d'expression, ok, mais le professionnalisme avant tout. Bonne fête à tous les musulmans du monde. » Nous partons avec Excellence Timbo, le Guinéen. Bonjour les Grandes Gueules. Par rapport au refus de payer les travailleurs de Swapiti par les autorités de leur direction, elles doivent faire tout possible afin de les payer pour éviter une fois encore des préjudices à ces Guinéens qui ont tout fait pour ce projet. Ibrahima Sori Kouyaté, que dit-il lui? Il dit « Je crois que la loi sur la liberté de la presse doit faire objet de relecture pour certains, car son interprétation diffère d'une corporation à une autre. Une fois de plus, les libertés des uns et des autres ne seront garanties que par l'existence d'une justice impartiale. » C'est Ibrahima Sori Kouyaté qui nous envoie ce tweet. Barry, le Gondouanais Lambda, nous dit « Salut Diadia et à toute l'équipe des GG. En Guinée, la loi se limite à la volonté du roi, c'est à la manière de la jungle. Le plus fort a toujours raison et le plus faible est toujours coupable de tout mauvais acte. Que justice soit par Dieu, bien sûr. » Hashtag espace GG. Jules de Koulidara, donc, qui nous écrit sur Twitter. Lancé DG Traoré. Il dit « Bonjour les Grandes Gueules. De nos jours, l'interprétation des textes de loi fait défaut. En Guinée, il est important de laisser cette interprétation des textes de loi aux professionnels pour l'émergence de la justice guinéenne. Bonne fête à toutes et à tous par anticipation. » Adolphe le Sankariste nous écrit également sur Twitter, hashtag espace GG. Bonjour, Sogi Transgui et Al-Bayrak sont de la même racaille certainement. Il veut dire la politique de gestion du transport est nulle. Les citoyens souffrent énormément dans le transport avec ces embouteillages partout dans Conakry. Merci, le Sankariste donc qui nous a envoyé ce tweet. Nous partons sur d'autres plateformes pour lire vos différents messages.
à l'instant. Donc, bonjour Maïdjadia, c'est Abdul Karim Mouloba. Il est temps que nous nettoyions nos raisonnements des émotions et des calculs courts et faire la promotion du dialogue national, car l'unité nationale est la première ressource pour développer un pays. Bonne fête à tous les musulmans de Guinée par anticipation. Abdul Karim Mouloba, encore 2 minutes à passer avec vous, les auditeurs. Nous partons avec cet autre message. Voilà, je pense que c'est lui que je viens de lire. On va partir avec un autre Poulotoro de l'Insan qui nous écrit. Il dit bonjour Diadia à toute l'équipe. C'est Poulotoro de l'Insan. Une loi n'a pas besoin d'être protégée, mais la loi, c'est à la loi de protéger. Oh, Ahmed Kourouma, tu m'étonnes ce matin. Il dit respectons les mesures sanitaires pour éviter la propagation de la Covid-19. Nous partons avec qui d'autre qui nous écrit également. Elmo Yans qui nous écrit, qui nous envoie ce message. Il dit bonne fête à Diadia, à Ahmed Kourouma, à Mafouria Bangoura, à toute l'équipe en somme, à Adafo Média. Que Dieu exauce nos prières, notre jeûne et nos volontés. Il le dit, il n'y a pas de bien dans un peuple qui n'aime pas ceux qui conseillent. Il n'y a pas de bien aux dirigeants qui n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Le conseil et la vérité sont de meilleurs alliés du progrès d'une nation, il veut dire. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Amen. El Moyans donc qui nous envoyait ce message. Nous partons avec Sinani à présent qui dit bonjour Yaya et à toute l'équipe des GG. Je ne me réjouis jamais de l'emprisonnement d'un être humain comme moi quand ils ne sont pas des bandits du dernier degré, mais pour le cas de ce journaliste Sadio, c'était nécessaire car le journalisme n'est pas un métier où on se cache pour régler des comptes personnels et je sais qu'il a déjà fait une prise de conscience dans ce sens. Bonne fête par anticipation au groupe Adafo Média. Bonne fête à toi également, Sinani, qui nous envoyait donc ce message. Nous partons avec c'est notre collègue Babila qui posait cette question. Certainement, on va essayer de rappeler le porte-parole du ministère des Transports pour essayer d'en savoir davantage sur ce sujet. Il dit, Babila Keita, nous apprenons que l'État, à travers le ministère des Transports, devrait accorder une subvention de $100,000 à Al Bayrak Transport pour aider à amortir les dépenses afin de contribuer à assurer le transport urbain. Est-ce qu'il confirme cette information? Si oui, où va cet argent qui ne serait jamais parvenu à la société, ne serait-ce qu'une seule fois? C'est Babila donc qui pose cette question qu'on va essayer de poser certainement à notre interlocuteur dans un instant. Un dernier donc Moyabi avant de continuer les grandes gueules. Bonjour, la radio la plus écoutée en Guinée. Moi c'est Saïdou Yaouki. Depuis qu'India, le système de santé ne fonctionne pas bien. Je me demande si les cadres du ministère contrôlent comment fonctionnent nos établissements. Certainement, c'est l'émission d'hier qu'il est en train d'écouter. On va donc continuer le cours normal de cette émission. Nous avons M. Bangali Keita, porte-parole du ministère des Transports, en direct, Antoine Kourouma. Il revient. On va commencer par cette question que Babila a posée. Oui, Bangali Keita, nous poursuivons cette interview. On parle tantôt de cette subvention qui serait accordée par l'État à Al Bayrak, qui n'arriverait pas à bon port. Est-ce que ce matin, vous nous le confirmez? L'argent est-il disponible ou pas? On parle de $100,000. Bon, écoutez, je ne sais pas à quel niveau se situe aujourd'hui le processus de mise à disposition des subventions, mais c'est une pratique qui est normale, qui est en cours dans tous les pays au monde où le système de transport public est Cette subvention spécifiquement, existe-t-elle ou pas? Est-elle effective? Oui, la subvention existe exactement puisque le régime de transport et de fonctionnement de la société Al Bayrak Transportation est tel que pour qu'il puisse continuer à assurer le trafic, il faut que l'État contribue à la prise en charge de son fonctionnement à travers une subvention. Aujourd'hui, la procédure a été engagée. Je ne sais pas où exactement elle se situe au niveau des finances, mais je pense que nous travaillons à ce que Al Bayrak ait à sa disposition la subvention nécessaire au fonctionnement des bus. Monsieur Keita, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que effectivement, c'est une pratique courante dans tous les États du monde, mais que vous ne savez pas où va la subvention lorsqu'elle sort des caisses de l'État. On est d'accord? Il dit qu'il ne sait pas où est-ce qu'on en est. Je dis bien que le système de subvention publique est un système qui est courant dans tous les pays au monde, puisque dans la plupart du temps, le transport public est déficitaire. Donc, pour qu'il puisse continuer à fonctionner, il faut que l'État contribue
à la prise en charge de ce système-là. Oui, mais est-ce que cette prise en charge arrive dans les caisses d'Al-Bayrak? C'est ça la question. Exactement. Lorsque les montants sont déboursés, les montants sont effectivement mis à la disposition de la société Al-Bayrak. C'est pourquoi, depuis 3 ans, la société continue à fonctionner aujourd'hui pour le bonheur des 40 000 personnes qu'elle transporte par jour. À présent, revenons à nos moutons. Parlant de ce train qu'on a créé. Antoine, on parle de ces 100 000 $. Non, le train d'abord. Non, la question a été posée par Babila. Si c'est payé, pourquoi sommes-nous dans une telle situation par rapport au bus, entre autres? J'ai dit que je ne peux ni confirmer ni infirmer à l'instant T si ces montants ont été effectivement déboursés et mis à la disposition de Al-Bayrak. Ce que je sais, la procédure visant à débourser ces montants et à les mettre à la disposition d'Al-Bayrak a été effectivement enclenchée. Il y a quelques jours, on en parlait. Je ne sais pas aujourd'hui, à l'instant T, où se situe exactement la procédure. Peut-être que Al-Bayrak l'a reçu, peut-être que pas encore. Mais l'État travaille à ce que Al-Bayrak... Alors comment comprendre aujourd'hui les difficultés d'Al-Bayrak sur le terrain? Parce qu'avec les pannes et bien d'autres choses qui se passent, comme on le rappelait au début, le nombre de bus qui existait avant sur le terrain, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas, ça réduit. C'est de moins en moins, je veux dire. Écoutez, le parc n'est jamais mis en circulation à 100%, c'est-à-dire qu'il y a un système de rotation qui est mis en place qui fait que les bus se relaient dans la circulation au fur et à mesure. Donc le parc aujourd'hui qui compte près d'une centaine de véhicules n'est pas chaque jour mis à 100% sur la voie. Donc il y a une étude qui est faite. Ce qui avait été dit, c'est que pour un premier temps, il y avait un premier lot et que graduellement, ça allait augmenter. Et là, il fallait tenir compte des espaces qu'il fallait aménager pour les arrêts bus et bien d'autres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, M. Keïta. Ça régresse plutôt. Non, vous n'avez pas compris. Sortez et puis faites le constat. Vous verrez aujourd'hui qu'il y a effectivement de nouveaux abris qu'on a construits. Il y en a une vingtaine, trentaine qui est venu s'ajouter. On ne parle pas des arrêts de bus, mais les bus plutôt. Les bus, au lieu d'augmenter, plutôt diminuent. Permettez. Donc ces arrêts de bus ont été aménagés et réaménagés pour conforter les conditions de mobilité des personnes. À cela s'ajoute le fait qu'aujourd'hui, nous avons assuré ou nous avons mis en place un système de maintenance des bus qui fait que ces bus circulent tous les jours. C'est pourquoi depuis 3 ans, vous voyez chaque jour que Dieu fait des bus dans la circulation. Nous sommes conscients que par rapport à la demande, le parc aujourd'hui de Al-Bayrak Transportation n'est pas à même de couvrir... Monsieur Keïta. Oui, finissez. Nous avions travaillé sur des projets. Nous pensons que l'État va agir dans ce sens-là afin de permettre à la société Al-Bayrak Transportation de se doter de nouveaux bus qui vont contribuer à conforter les conditions de mobilité des populations de la capitale. Alors, Monsieur Keïta, moi, puisque vous nous demandez de sortir, alors nous qui sortons, moi je peux vous confirmer qu'aujourd'hui les abribus sont devenus des endroits où les gens s'installent pour vendre des produits variés et divers. Et en plus de cela, on peut vous confirmer aussi qu'à ce jour, à date, Al-Bayrak n'a malheureusement pas les moyens, ou plutôt la société, les dons qu'on nous a fait, qu'ils nous ont fait, parce que ce sont des dons, il faut le rappeler, ils n'ont pas les moyens d'entretenir leur bus parce que dû aux carences de l'État et au fait que les subventions n'arrivent pas à bon port. Donc c'est une information qu'on vous donne et ce serait bien que vous vérifiez effectivement que l'État participe. Il est au courant, il est du ministère des Transports. Non, parce qu'il vient de nous dire qu'il ne savait pas si les subventions arrivaient à bon port. Donc je l'informe qu'elles n'arrivent pas à bon port et qu'il faudrait qu'effectivement il se renseigne. Peut-être qu'il fait de la langue de bois ce matin. Non. Ou bien, M. Keïta. Non, moi, je ne parlerai pas des informations ou de manque d'informations à ma disposition. Ce que je puis vous garantir, c'est que les procédures de décaissement ont leur régime qui sont assez spécifiques et qui font que l'orthodoxie budgétaire est accompagnée de lourdeur administrative. Donc, qui peut faire que, pour une raison ou pour une autre, les subventions peuvent mettre quelques jours avant d'être effectives. Mais si Al-Bayrak Transportation a pu fonctionner pendant ces 3 ans, c'est que les subventions de l'État n'ont jamais manqué.
Donc nous travaillons. Non, monsieur Keita. Si Al-Bayrak a pu, monsieur Keita, si Al-Bayrak a pu est-ce que vous, oui, non, mais bien sûr que je vais vous laisser aller jusqu'au bout, évidemment. Mais on est aussi obligé de relever certaines incohérences. Je suis désolé de vous le dire, mais si Al-Bayrak aujourd'hui fonctionne, ce n'est pas grâce à la subvention de l'État. Et justement, on parle d'œuvres, on parle d'utilité publique, on parle de service public. Et comme vous le dites, on vous donne, encore une fois, je vous donne cette information qui a l'air de ne pas être passée chez vous. Les abribus que vous avez construits servent aujourd'hui de dépotoir, voire de centre d'achat pour certains vendeurs. Et en plus de cela, vous avez une société qui nous fait des dons parce que malheureusement l'État n'a pas assuré le service public au niveau des bus et on est incapable, je dis bien incapable, de subventionner ou ne serait-ce que l'entretien de ces bus. Là, voilà la réalité, monsieur, des usagers de ce pays. Alors, écoutez, par rapport à l'occupation anarchique de certains abribus, je parlerai de quelques travers sociaux. Vous savez que souvent, il arrive que nos populations aient pris la mauvaise habitude de s'installer là où elles ne devraient pas s'installer. Vous voyez même souvent la société qui est occupée. Donc, ce sont des problèmes pour lesquels nous travaillons à régler. Nous pensons que nous allons pouvoir y arriver. Et je reviens à la question liée aux subventions. Nous sommes un État qui est responsable et qui agit pour assurer effectivement la satisfaction des besoins de l'intérêt général. Et j'ai dit que pour une raison ou pour une autre, souvent il arrive que la procédure de décaissement de ces subventions, elle soit lourde et que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est qu'au bout du compte, les subventions sont toujours mises à la disposition. Monsieur Keita, vous dites que les subventions sont disponibles. Depuis que les bus sont arrivés, on n'a pas pu, à travers bien entendu le travail que fait Al-Bayrak, acquérir de nouveaux bus pour augmenter leur nombre. Les bus qui sont là en place continuent de se détruire. En tout cas, beaucoup de bus sont aujourd'hui à l'arrêt, donc ne circulent pas. J'ai envie de savoir, est-ce que le ministère des Transports s'implique réellement dans la gestion de ces bus, ou alors on s'est dit, puisque c'est Al-Bayrak finalement qui nous a fait de don, donc la Turquie, on laisse dans leurs mains? Écoutez, nous sommes à l'alpha et à l'oméga du processus de transport d'Al-Bayrak Transportation, puisque en tant qu'État, nous sommes le premier concerné par rapport au fonctionnement de cette société. Ce dont il s'agit, c'est qu'il y a eu un partenariat que Al-Bayrak a conclu avec l'État par rapport à l'exploitation de ces bus. Ce qui constitue nos obligations dans le cadre de ce partenariat, en tant qu'État, en tant que gouvernement, en tant que ministère, nous travaillons à satisfaire à 100% à l'ensemble de nos obligations. Mais je dis souvent qu'il peut arriver que la procédure de décaissement des ressources enregistre quelques dysfonctionnements qui sont de nature à retarder la mise à disposition de ces ressources aux partenaires techniques, ce qui peut provoquer souvent alors des problèmes. Mais nous avons conscience aussi que le parc, en tout cas qui est aujourd'hui en exploitation, avec sa taille, ne peut pas satisfaire à la demande qui est exprimée par rapport à ce problème-là. Nous travaillons, nous avons déjà construit des projets. Est-ce que vous êtes content de la gestion de Al-Bayrak aujourd'hui? Est-ce que le ministère des Transports est satisfait de la gestion de Al-Bayrak? Oui, c'est effectivement une bonne coopération qui permet aujourd'hui, si ce processus a duré pendant plus de 3 ans, c'est que nous nous entendons bien, c'est que nous travaillons bien. Donc, nous sommes vous vous entendez bien, vous travaillez bien, cependant il y a des bus en panne et il y a des citoyens qui souffrent pour le déplacement. Le matin, sortez un peu, allez dans les arrêts de bus, c'est bondé. Oui, écoutez, les pannes des véhicules sont inhérentes à l'exploitation des véhicules. Et même un véhicule sorti d'usine. Et vous devez être alerte, pas de panne successives qui font qu'il y a plusieurs bus qui se retrouvent parqués du côté du siège de la société. Monsieur Keita. Écoutez, je vous ai dit ça, je vous ai dit déjà au départ que le système d'exploitation des bus est tel que ce n'est pas la totalité des bus qui est mis dans la circulation. Donc il y a une assiette qui est définie, il y a une éventail de bus qui est définie, qui permet de rationaliser la mise en circulation de ces bus. Donc, de sorte que s'il y a un bus ou deux qui tombent en panne, alors ces bus-là sont relayés par deux autres. Peut-être, M. Keita, alors on va vous poser une simple question. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes satisfait de la collaboration avec Al-Bayrak. Il y a un réel problème sur le terrain aujourd'hui quand on parle de transport urbain. Finalement, qu'est-ce que vous ne parvenez pas à faire au niveau du département pour aider la population guinéenne ou bien la population de Conakry?
Écoutez, vous savez que nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Donc, nous travaillons sur des projets, sur des programmes qui permettent de financer les programmes que nous avions établis. Et souvent, pour des questions de gestion de priorité, les programmes et les projets du département ne sont pas financés suivant les programmes que nous avions définis. Mais nous avons bien conscience en tant qu'État qu'il y a des efforts à fournir à ce niveau. Nous pensons que dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous allons réussir à faire en sorte que nous puissions accomplir le maximum d'efforts en vue d'assurer beaucoup plus de confort dans le cadre de la circulation et de la mobilité des populations. Bangali Keita, porte-parole du ministère des Transports en direct chez les Grandes Gueules. Allez-y Antoine. Oui, Bangali, avant la pause, nous parlions de ce train Conakry Express, notamment des rails qui auraient été par endroits vendus et à d'autres endroits qui ont été mis en concession. Dites-nous aujourd'hui quel a été l'aboutissement des négociations avec les Russes, à quel stade vous en êtes pour la mise en circulation du train et pourquoi est-ce que les Russes imposent leur dictat à la Guinée alors que ces chemins de fer se trouvent dans notre pays? Écoutez, ces négociations sont très avancées. Nous pensons que c'est une question de jours pour qu'elles puissent aboutir à une convention, à un accord dans le cadre de l'exploitation de la voie CDK, la voie que Conakry Express utilise aujourd'hui. J'ai dit que nous avions une réunion qui est prévue en début de semaine prochaine, à l'issue de laquelle réunion, nous avons bon espoir que cela permettra d'assurer la reprise du trafic de Conakry Express pour le bonheur de ces 10 000 passagers journaliers. Et pour ce qui concerne la voie Frigia, monsieur, parlons justement de la voie Frigia. Il y a eu ces wagons dont on a assisté aux arrivées récemment en Guinée avec le ministre Abakar Silla, ces wagons en provenance de je ne sais pas de quel pays, qui ont été achetés à des prix assez dérisoires. Jusque-là, on n'a pas une idée de ce qu'ils sont devenus. C'est le train, je crois, du Breka Express. À quand la mise en circulation de ces trains ou de ce train du Breka Express? Vous en êtes où? Écoutez, le projet du Breka ou le second train voyageur est un projet que Abakar Silla avait bien porté dans le cadre de l'amélioration des conditions de mobilité des populations. Ce processus devait permettre à l'État guinéen de mettre un second train voyageur sur la voie Frigia. Au départ, nous avions convenu avec Russell que on pouvait avoir des créneaux qui pouvaient permettre l'exploitation de ces voies. Lorsque nous avons acquis le reliquat de voitures qui nous manquait pour compléter la rame à 10 véhicules, il se trouve que Russell avait rétropédalé dans sa position. Elle avait estimé qu'il fallait patienter pour que nous puissions exploiter ces voies. Aujourd'hui, au cours des négociations que nous avons ouvertes à ce sujet, nous avions mis cette question sur la table. Et il s'agira de construire d'abord des voies d'évitement sur la voie Frigia, lesquelles voies d'évitement doivent permettre à ce que alors deux trains puissent circuler en même temps. Nous pensons que si ce processus arrive à terme, le train du Breka Express pourra entrer en trafic. A-t-il commencé? Ce processus a-t-il commencé, M. Keita? Oui, les discussions sont très avancées sur la question. Des discussions. Puisque l'une des questions préalables, c'était la construction de voies d'évitement pour laquelle nous avions déjà un projet avec l'AFD. Nous pensons que ce projet-là ira jusqu'à terme. Donc, c'est pas pour demain? Non, c'est pas pour... Pas pour bientôt, je veux dire, parce que vous êtes encore à la phase des discussions. Non, le projet, il est là. Il s'agit de mener des études et de discuter avec les partenaires qui sont concernés par... Très bien, Monsieur Keita. Monsieur Keita. Sur les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce projet. Bon, Monsieur Keita, merci de nous édifier. Mais moi, j'ai une question très particulière qui est liée à la souveraineté de la Guinée. J'ai visité la contournante qui a été construite de manière... souverainiste, hein? Oui, je suis un souverainiste. J'ai visité la contournante qui a été construite de manière claire avec les normes internationales par la société Albera qui va permettre de
décongestionner Conakry, et notamment à partir de l'entrée de Kaloum et à partir du port, où vous savez que c'est une horreur. Les week-ends, à partir du jeudi, les camions sont là, il n'y a pas de manière de circuler. Il se trouve que la voie qui appartient à Russal empêche Al-Bayrak de faire des travaux pour que les camions puissent accéder de manière pragmatique à cette contournante. Comment se fait-il, monsieur Keita, que Russal puisse imposer à la Guinée, ou plutôt puisse faire en sorte que nous ne soyons pas dans le progrès, parce que Russal nous impose ses règles, et ça pour moi c'est inacceptable, et je ne comprends pas comment se fait-il que l'État n'ait pas encore tapé du poing sur la table pour privatiser, ou plutôt nationaliser cette voie, de manière à ce qu'on en finisse avec ces embouteillages qui sont insupportables dans Conakry. Ahmed. Écoutez, c'est bien de faire allusion au projet de la pénétrante routière, qui est effectivement une voie de contournement qui permet aux camions de ne plus passer par les voies de circulation ordinaires, et les voies qui sont empruntées par les véhicules communs. Et le problème, c'est que lorsque la réalisation de cette voie est arrivée au niveau du passage à niveau, ce qu'on appelle le pont de passage à niveau, il se trouve qu'il y a les voies de Russal qui se trouvaient à ce niveau. Et Russal avait émis des réserves par rapport aux implications d'ordre technique et de sécurité qui pouvaient endommager la voie. Et que par conséquent, elle souhaitait avoir des garanties avec Al-Bayrak pour que les incidents qui pourraient être générés par la traversée de sa voie, par la pénétrante routière, qu'elles soient effectivement prises en charge par Al-Bayrak. Donc nous avons reçu les deux parties, la partie Russal et puis la partie Al-Bayrak. Nous avons écouté les préoccupations des uns et des autres. Nous avions travaillé afin d'avoir un accord avec les deux parties. Aujourd'hui, je puis vous assurer que ces discussions sont très avancées et on va bientôt aboutir à un accord qui permet de prendre en compte les préoccupations de Russal pour que, effectivement, la pénétrante puisse être réalisée pour le bien-être de la circulation routière à Conakry. Monsieur Bangali Keita, porte-parole du ministère des Transports, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Bien, on en vient à cet autre sujet. Je vous en parlais depuis le début de l'émission. Les anciens travailleurs de Swapiti mal payés dans les faits, puisque dans les documents, tout a été prévu pour qu'ils soient bien traités. Nous allons essayer d'en savoir davantage avec ce matin M. Paul Kokoliaba qui est avec nous. Il est le porte-parole du collectif des anciens travailleurs de Swapiti, et M. Daouda Keita qui est avec lui. M. Kokoliaba, bonjour Paul. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît, et parlez dedans. Approchez le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Ne me regardez pas, répondez. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Jacques. Oui. Voilà, vous êtes Kokoliaba. On va dire bonjour à l'autre. Monsieur Keita. Monsieur Daouda Keita. Bonjour à vous également et bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour au GG. Bien, allez-y Rapprochez-vous du Antoine. micro, monsieur Keita. Voilà, on vous a vu récemment à la Maison de la Presse. Antoine, allez. Ahmed. Dans une conférence de presse, on vous a vu très en colère contre la direction de Swapiti. Dites-nous, c'est quoi le problème, Vérita? Qu'est-ce que vous reprochez à la direction de Swapiti et à quoi avez-vous abouti au cas où il y a eu des négociations? Merci, monsieur Antoine. Nous reprochons à la direction générale de Swapiti nos salaires, les 50% des salaires, d'arriérés des salaires qui doivent nous payer après les 5 ans. Que s'est-il passé? Bien. Et peut-être pourquoi parlez-vous de 50%? Oui. En 2017, un an après la nomination du directeur général de Swapiti, Amara Kamara, il a convoqué Le micro, approchez-vous. Il a convoqué une assemblée générale sur le site de Swapiti. Vu les manquements qui se trouvaient dans l'administration de Swapiti, il nous a proposé
un contrat de travail, parce que nous n'en avions pas. Il a proposé à chaque travailleur un contrat de travail. En plus du contrat de travail, il nous a dit que le salaire que vous avez n'est que les 50% de vos salaires, parce qu'il n'y a pas le décaissement total du fonds du projet. Une fois qu'il y aura le décaissement de la totalité du fonds du projet, vous rentrerez en totalité de vos salaires. Ce qui veut dire c'est les 50% qui sont payés. Et ça, c'était mentionné dans les documents contractuels? Dans les documents contractuels, c'est autre chose qui est dit. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2017, un an après sa nomination. Et depuis lors, est-ce que ce fonds a été disponible dans sa totalité? Nos salaires ou bien le fonds du... Le fonds, généralement, d'où devrait... Le projet est fini. Le projet est presque fini, le fonds est disponible. Mais depuis lors, nous ne sommes jamais entrés en possession des 50%. Et vous dites que c'est toute autre chose qu'on exprime dans le document contractuel. Qu'est-ce qui est dit dedans? Peut-être avec Daouda Keïta. Daouda Keïta, peut-être pour nous expliquer. Bon, ce que j'explique concernant le contenu du document. L'état de salaire proposé par les études faites par CWE. Ici, c'est écrit ici, directeur, fonction directeur, nombre de personnes qui doivent travailler dans la cellule de la direction générale avec le directeur général même. 8 hommes qui doivent travailler avec eux. Le responsable administratif et financier, 8 hommes. Responsable socio-économique, 8 hommes. Responsable environnement, 8 hommes. 8 personnes. 8 personnes, oui, oui, parce que sinon on va penser que les femmes ne peuvent pas être là-bas. Il n'y avait pas de femmes là-bas. 8 personnes. Il ne faut pas nous marginaliser comme ça. Responsable de communication, 7 personnes. Responsable SIG, 7 personnes. Cadre technique, 30 personnes. Spécialité technique, 90 personnes. Personnel d'appui, 190 personnes. Pour un total de combien? Pour un total de 300. Est-ce que tout cet effectif a été acquis? Non. Et vous occupiez quel poste? Moi, je suis cadre au développement local, département développement local. Vous deviez toucher combien au total? Au total, vous deviez toucher combien selon les termes du contrat? Voilà, selon les termes du contrat, nous devons recevoir ici $2083 par mois. C'est-à-dire $25,000 par an. D'accord. Qui a été établi. Et combien vous avez reçu? Et nous, on ne reçoit que 1 625 000. Francs guinéens. Et vous êtes sérieux là? 1 million? Attendez. Il faut enlever la bavette pour qu'on puisse bien vous voir. Antoine, on s'écoute. $2083 par mois. $2083 par mois. C'est ce qui était prévu comme salaire? Oui, c'est ce qui était prévu. Ça, c'est 20 millions et quelques. Ça fait 20 millions et quelques, oui. Et on vous donnait combien par mois? 1 625 000. On vous donne, alors vous Pendant toute la durée du projet? Pendant, oui. C'est ça qui représente les 50% dont M. Abba parlait tout à l'heure? Non, je veux parler d'abord. Incroyable. Non, je veux parler. Vous m'avez posé la question à savoir ce que le projet avait proposé et non la direction. Ça, c'est les études. Attendez. Faites par ça, c'est ce qui est voilà, oui, mais sur votre contrat. Sur notre contrat. Qu'est-ce qui est inscrit dans le contrat? On va poser la question un à un, sinon on risque de les perturber, s'il vous plaît. Sur votre contrat, le contrat que vous avez signé, le contrat d'embauche, votre salaire est de combien? Ils ont refusé de nous faire signer par la en complicité avec l'ex-ministre de l'énergie, Cheikh Talibi. D'accord. Parce que j'ai posé la question au DAF du projet, qui est Denise Fromo-Sagno. Oui. Je suis parti 2 fois dans son bureau pour lui demander mon contrat. Il me dit de ne pas lui demander le contrat. Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez travaillé sans contrat, on est d'accord? Nous avons travaillé sans contrat. Non, sans contrat. Oui, vous disiez quelque chose tout à l'heure. Qu'en 2017, on vous a proposé un contrat. Exactement. C'est contradictoire. Quand M. Amara Kamara est venu en 2017, M. Amara Kamara, c'est qui? Le directeur général. Parce que c'est Fromo Denise qui était l'intérim du directeur général après le départ de M. Lansana Fofana à l'OMVG. Fromo était à l'administration de la direction de Soapiti. Quand Amara Kamara est venu trouver qu'il y a des manquements en faveur des travailleurs de Soapiti, il a convoqué une réunion sur le site de Kaleta où il nous a proposé l'amélioration de nos conditions de vie à 2 points. Nous donner un contrat, ensuite améliorer nos salaires qui ne sont que des primes. Qui était à combien au départ? Qui étaient certains à 1 million, certains à 900 000. Il vous a fait signer les contrats, M. Amara? Je dis non, j'en viens maintenant. Quand il a proposé ça, il dit le mois suivant, vous verrez une amélioration de vos salaires. Les grandes gueules. Un décaissement des fonds du
projet Swapiti, vous aurez les arriérés de salaire de 50%. En plus des arriérés de salaire de 50%, vous aurez la totalité de vos salaires. Mais cela n'est jamais arrivé. Le problème, c'est que vous ne connaissez même pas combien vous devriez avoir, puisque ce matin, ça n'a pas été... Mais il n'y a pas eu de contrat signé. Comment vous croire s'il n'y a pas de contrat? Mais non, mais c'est même pas comment les croire. Il y a un document. Il y a un document. Non, le document, c'est l'étude qui a été faite. Ça, c'est une étude qui a été Mais faite. attendez, je pense qu'on se perd là. Mais c'est l'étude qui a été implémentée pour la construction du Monsieur barrage. Abba. Qu'est-ce qui dit que l'étude faite a été forcément appliquée? Ça a été C'est appliqué nous qui parce que avons travaillé avec ces appliqué documents. sur de l'environnement. D'accord. Monsieur Abba. Nous avons travaillé avec ces Alors en ce documents. moment, vous ne devriez pas demander 50%, c'est Oui. plus. Parce que sur 20 millions de francs guinéens, on vous a Par payé 1,5 million par mois, et puis vous vous demandez 50% d'arriérés, Oui, nous demandons alors que c'est 50% d'arriérés. près parce de que- 80%. là. Parce que puisque le document, ils ont proposé autre chose par rapport au document, c'est qu'ils ont proposé. Ils refusent aussi de payer n'ont ça. qu'à- ils n'ont qu'à respecter cela. Monsieur Abba, fait- on part excuse-moi, Djadja, pardon, parce que là, on est en train de se perdre. Ce qui m'intéresse, moi, ou ce qui intéresse ici nos auditeurs, c'est de ça. Vous avez commencé à travailler à partir de quand sur le projet Swapiti? Nous avons commencé à travailler sur le projet Swapiti en 2015. Ok, Décembre ok. 2015. Alors, vous avez été embauché en 2015. Non, Est-ce- j'étais déjà là-bas. Ok, attendez. C'est un Est-ce qu'à transfert qui a partir, été est-ce qu'à fait partir de de, Kalita Swapiti. Monsieur Abba, Ok. est-ce qu'à partir de 2015, lors de votre embauche, vous avez signé un contrat d'embauche? Non. Non. Et Non. vous avez tressé dans cette carence-là pendant combien de temps? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, là à l'antenne, que vous avez travaillé depuis 2015, on est en 2021, sans aucun 6 ans. contrat d'embauche. Non. D'accord, c'est ce que je voulais comprendre. Et l'autre précision, Incroyable. il y a ce projet, le projet qui est là, le projet d'étude qui est là, l'argent qu'on demande apparemment, vu tout ce que vous avez eu à faire, vous oubliez le montant qu'il y a là, vous voulez les 50%. Ce qu'ils ont proposé Qu'est-ce nous qu'ils ont donner- proposé au total? Ils ont proposé nous donner au total 3 millions. 3 millions. Et ça, il y a un document écrit. Oui. Il est là, il est oui. 3 millions par mois. Voilà, il y a un billet, il y a un bulletin. 3 qui millions dit- par mois. Oui, 3 millions 250 000. Par mois. De 20 millions, Donc, on vous maintenant, ils propose nous 3 donnent- millions. acceptez. Vous Donc, acceptez ça. Ils nous donnent les 50% Monsieur d'abord. Monsieur Rabat, on va se comprendre. Des 20 millions, vous acceptez maintenant qu'on vous donne 3 millions. Oui. C'est ça. Oui. Au fait, il va sur la base de ce qui leur a été proposé sur papier. C'est ce que je dis. Sur les 3 millions, vous nous dites ce matin qu'on ne vous a payé que les 50% 3 au millions départ. 500. Oui, au départ, c'était les 50% qu'on vous payait. 50%. Maintenant, vous Jusqu'à réclamez la maintenant même. totalité des autres 50%. Oui. Est-ce que ça a été payé? Sur la base Non, de, c'est sur la pourquoi base ils sont des là. 3 millions. Et quand vous Sur faites la base de 3 500 000. Quand vous faites le calcul de 2017 à nos jours, combien vous doit Swapiti, vous particulièrement? Moi, particulièrement, je n'ai pas fait la somme de la totalité. Quand même. Nous sommes sur la procédure. Non, quand C'est même, pas vous ici. ne pouvez pas nous dire ce matin que vous ne savez pas combien on vous doit, alors que vous réclamez Mais un Antoine, tue à c'est des Swapiti. victimes, tu peux pas les enfoncer Non, comme mais ça, non, c'est des mais non, victimes. pas les enfoncer. Mais Il aussi, serait vous, important- quand il je serait vous dis que important je que vous- reçois C'est les facile de 50% compter, de Antoine. mon Non, salaire, mais franchement, c'est des je reçois détails, les ça. 50% C'est des de mon salaire, vous calculez de 2017 jusqu'à maintenant. C'est ça. Ouais, Non, ça mais, qui mais, peut- mais, ça qui monsieur peut- Abba, c'est des détails. ça qui peut À la limite, équivaloir- vous êtes équivaloir à victime. combien? Monsieur, ça c'est des détails. Moi, ce qui me choque, monsieur Abba, ce qui me choque, Oui. c'est que vous me disiez que vous avez été embauché sur un projet qui est quand même d'utilité publique, le barrage de Swapiti, Oui. et que vous avez, à l'heure d'aujourd'hui, Oui. vous ne bénéficiez donc d'aucun contrat, aucune protection de sécurité sociale, Je vous rien dis, du tout. aucune protection, même la prise en charge médicale, c'est capoté. Incroyable. Donc, Il n'y a pas à diplôme égal, salaire égal. et salaire égal, Il n'y en a égal. pas. Non, mais l'important, c'est que vous nous confirmiez que Il vous n'y a n'avez pas été rien embauché. d'administratif. Et ce matin, D'accord. qu'est-ce que vous reprochez concrètement? Et qui est-ce que vous indexez dans cette histoire qui, selon vous, a peut-être abusé de vous, n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de vous? Mais mon ami vient de le dire, la direction générale, en particulier, monsieur... Amara. Pas monsieur Amara, monsieur Amara, c'est lui qui a été la première fois qui nous a proposé le contrat et qui a amélioré nos conditions de travail. Il voulait bien sûr le faire. Mais puisqu'il a trouvé un directeur général adjoint, Parlez dans le micro, s'il vous pour plaît. qu'il a trouvé un directeur général adjoint et qui était le directeur général par intérim,
qui était opposé à ça, qui n'a pas fait à ça. En l'occurrence, M. Fromo Denis Sagno, qui était opposé à ça. Donc, il a passé par son mentor, qui était alors le ministre. Mais c'est qui le directeur aujourd'hui? C'est qui le directeur aujourd'hui? Qui sont catégoriquement Monsieur Abba, je sais que opposés au paiement des 50% du contrat et au paiement de la totalité. Aujourd'hui, qui décide à Souapiti? C'est Sagno ou c'est Amara? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un directeur général. Alors qui décide? À vue de tout le monde, c'est le directeur général. Oui, mais pourquoi vous pensez que votre problème c'est Sagno alors que vous avez un directeur et qui vous a fait signer ces documents? Et moi je vais répondre à la question. Pourquoi on dit que le problème c'est Sagno? Parce que moi personnellement, j'ai été 2 fois dans le bureau de ce directeur pour lui demander mon contrat de travail. Il me dit que si je lui redemande maintenant, je lui pose la question, à savoir pour le demander mon contrat de travail, qu'il va me mettre à la porte. Mais j'ai voulu lui répondre sur le coup. Il est DGA? Oui. Mais il y a un directeur. Écoutez, Monsieur il est le DGA, mais à Caleta. Écoutez, il est le directeur et comment dire, administratif quand même et financier du projet. C'est le DAF donc. Vous êtes combien au total dans cette revendication? Il est plus que le DAF. C'est tout le personnel. Ah, il est plus que le Combien de personnes exactement? Général, 143. adjoint chargé de l'administration et des finances. Ok. Ouais, mais c'est ça, c'est le DAF. Quelles sont les démarches qui ont été faites pour entrer dans vos droits à ce stade où vous en êtes? Bon, à ce stade maintenant, parce que moi personnellement, j'avais informé le président de la République. J'avais envoyé des messages au président de la République concernant ce qui se passe à Souapiti. Il a reçu le message, il m'a appelé. D'accord. Le jour où il devrait me convoquer avec le DG, 2 jours après, on m'a envoyé sur le site de Souapiti pour une mission de 1 mois pour les enquêtes. Comme par hasard. Vous comprenez? Et maintenant, depuis mon retour maintenant à Conakry, je n'ai pas reçu de l'appel. Parce que j'avais créé une plateforme sur les réseaux sociaux avec mes collègues de service, là où j'invitais tout le monde, c'est-à-dire à conjuguer le même verbe afin de réclamer notre droit. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans un grand projet comme ça et sortir bréduit quand même. Non mais non seulement Bien, ça. Ahmed, si tu permets, bien dans sûr, un bien sûr, instant, bien sûr. on va réécouter nos amis ici en studio. On va se rendre sur le terrain pour essayer d'en savoir davantage sur ce sujet des enseignants avec Alseni Traoré, doctorant à l'université de Toulouse, Capitole. Il est en direct chez les grandes gueules. Bonjour, monsieur Traoré. Monsieur Traoré? Je pense qu'il n'a pas de retour. Alseni Traoré, est-ce que vous êtes là? Allô? Bien. Oui, je vous entends. Bonjour, madame. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Jacques. Oui, merci à vous. Alors, vous êtes des enseignants guinéens en formation dans divers pays. Vous dites depuis 2020, vous êtes abandonné par l'État guinéen. Dites-nous, on vous doit combien et combien sont dans une situation assez compliquée parce que vous nous apprenez qu'il y a certains qui n'étudient même plus parce que l'État ne leur a pas permis de payer les frais de formation. Oui, tout à fait. D'abord, il faut dire que c'est dans le cadre effectivement du projet de formation des formateurs du supérieur que nous avons bénéficié de bourses de formation dans divers États. Certains sont en France et d'autres sont plutôt dans la sous-région à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et au Burkina par exemple. Maintenant, il faut dire que pour les montants, nous ne bénéficions pas tous de la même valeur de bourse puisque pour ceux qui sont en Europe, eu égard au coût de la vie, le montant accordé est par exemple plus important par rapport à ceux qui sont en Afrique. Mais il faut retenir qu'il y a 2 groupes. Certains enseignants sont en thèse, c'est-à-dire de doctorat, et d'autres sont en master. Donc, depuis août 2020, nous avons entamé une marche auprès de nos autorités pour pouvoir obtenir soit la 3e tranche de financement pour certains ou la 2e tranche de ce financement. Ce qui n'est pas encore le cas jusque maintenant. Donc cela n'est pas sans conséquence naturellement. Vous avez certains enseignants été obligés de s'endetter pour pouvoir faire face aux charges, donc ou au paiement des frais d'inscription ou de formation. Et ceux qui n'ont pas eu cette possibilité ont été tout simplement renvoyés par les établissements puisqu'ils ont estimé que l'État ne pourrait pas être jusqu'à maintenant ne pouvait pas être dans l'impossibilité si vous voulez de payer ces bourses.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous avez eu un brin d'explication de la part des autorités? Que vous dit-on par rapport à ce retard? Pas grand-chose. Vous savez, on a d'abord saisi nos différentes universités qui ont remonté l'information au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Figurez-vous, même le mois dernier, nous avons écrit à M. le Président de la République pour l'informer justement de la situation avec le même courrier a été déposé au Premier ministre et au ministre de l'Enseignement supérieur. Auparavant, on nous demandait d'attendre parce que le contexte interne ne permettait pas de payer, disons, les bourses. Mais aux dernières nouvelles, on nous a dit que le dossier est sur une bonne voie. Mais malheureusement, l'argent n'est pas payé puisque récemment, le directeur général de l'enseignement supérieur nous faisait comprendre qu'ils n'ont pas reçu la part du budget qui correspondait au paiement du financement de formation des formateurs. Vous, personnellement, dites-nous comment vous vous en sortez. Est-ce que vous avez réussi à reprendre les cours ou bien comment vous en sortez justement? Pour ma part, il faut dire que nous avons un peu plus de chance par rapport à nos collègues qui sont en Afrique, puisque quand vous êtes doctorant ici, vous avez la possibilité d'animer des travaux dirigés pour des étudiants de licence, ce qui vous permet d'avoir relativement un petit revenu pour essayer de garder la ligne. Mais vu que je réalise par exemple du droit comparé, puisque je travaille sur la Guinée, la France et le Cameroun, mon séjour de recherche qui était prévu au Cameroun pour cette année universitaire a été retardé puisque la Guinée n'a pas payé à temps. Justement, disons, ma boucle de recherche. Cela a naturellement impacté l'avancement des travaux de recherche, donc ce qui a aussi justement retardé l'avancement dans la rédaction de la thèse. Puisque normalement, le financement est prévu pour 3 ans, mais lorsque la troisième année la troisième tranche du financement en retard, vous n'êtes pas en mesure de vous concentrer, donc cela a une répercussion sur la finalisation de la rédaction. Absolument, et une répercussion sur la qualité de votre travail aussi. Bien, Alseni Traoré. Monsieur Traoré, est-ce que vous vous sentez... On s'écoute? Oui, non, vas-y. Allez-y, dernière question. Est-ce que vous vous sentez méprisé par votre ministère de tutelle? Je n'irai pas jusqu'à parler de mépris, mais en tout cas, on peut dire que pour l'heure, on est plutôt délaissé, puisque pour la plupart d'entre eux, ils ont étudié à l'étranger. Ils savent que quand vous êtes à l'étranger, que vous étudiez loin de vos familles, vous êtes confronté à d'énormes défis, d'abord culturels, climatiques et sociaux. Maintenant, si en plus de tous ces défis, on nous rajoute un défi économique, cela ne facilite pas, bien sûr... C'est une forme de mépris, monsieur Traoré. C'est une forme de mépris. C'est une forme de mépris. Peut-être que vous avez l'opportunité d'envoyer un message au chef de l'État, en tout cas à toutes les autorités qui sont chargées de votre dossier. Allez-y, l'antenne vous est ouverte. Alors, donc, le message, c'est d'abord, avant tout, c'est un plaidoyer que nous adressons à M. le Président de la République, puisque le département nous fait comprendre qu'il n'a pas reçu la part du budget dédié à ce financement. Donc nous lui demandons de penser à tous ces jeunes qui ont abandonné leur famille, qui sont venus pour renforcer leur capacité et rehausser leur niveau de qualification pour venir servir la République. Donc nous espérons que dans les meilleurs délais, disons ce montant, cet argent va être remis au ministère de l'Enseignement pour que tous les enseignants qui sont aujourd'hui dans des difficultés de continuer leur formation puissent être désintéressés. Bien, Monsieur Alseni Traoré, doctorant en droit public à l'Université Toulouse-Capitole, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bien, bonne journée. On va continuer donc l'émission avec nos invités ici en studio, Jacques Léo Aleno. Alors, vous étiez en train de dire que vous avez essayé de rencontrer Monsieur le Président. Est-ce que la ministre de l'Énergie est au courant de cette situation et comment elle réagit face à cette réclamation? Est-ce que vous avez espoir que de son côté ça peut marcher ou pas du tout? Nous avons déjà informé aussi Madame la ministre concernant ce qui se passe à la direction du projet. Et on lui a fourni aussi des documents nécessaires, preuves contre la direction. Mais elle nous a dit qu'elle va nous recevoir. On est parti une fois, on lui a vu au bureau.
Et après, ça, elle dit qu'elle va nous recevoir, d'envoyer les documents nécessaires parce qu'on lui a dit, la direction même a proposé qu'ils vont nous donner 3 250 000. On n'a pas ça. Et ce qui a été établi par le projet, c'est-à-dire à travers les études qui ont été faites par l'entreprise TEF, n'ont pas été prises en compte. Donc, on lui a demandé maintenant d'être, c'est-à-dire de venir trancher entre la direction et nous. Elle nous a dit d'envoyer les bulletins de salaire. On lui a envoyé les 2 bulletins de salaire. Que la direction même, parce que les 3 250 que eux-mêmes ils ont écrits, voici les 2 bulletins. Voici les 2 bulletins que la direction a envoyés. Ici, c'est écrit net payé 50%, 1 625 000 francs. Vous comprenez? Et maintenant, pour bouffer toujours les cadres du projet, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont établi encore un autre bulletin de salaire en mettant net payé 1 625 000. Écoutez, déjà 2 bulletins de salaire. Monsieur Keita. Et on a montré ça à Madame la ministre. Elle dit qu'elle va nous recevoir. Depuis lors, elle ne nous a pas reçus encore. Monsieur Keita, faites en sorte que le président de la République ordonne un audit sur ce qui se passe. C'est pas à eux de faire ça. Non, mais on va faire en sorte qu'il y ait un audit. Alors ok, donc qu'il y ait un audit, mais surtout, moi je vous conseille une chose, c'est porter plainte, parce que c'est inacceptable ce que j'entends là. C'est incroyable. Ce combat, vous le menez depuis combien de temps maintenant? Depuis janvier. C'est incroyable. Depuis janvier 2021. En janvier 2021, par l'intermédiaire du directeur de communication du projet, M. Alpha Kaba Diakité, nous avons envoyé vers la direction pour dire de payer nos arriérés de salaire de 50% et les 100% de salaire. Non, mais portez plainte. À part le fait que vous ayez cette promesse d'être reçu par la ministre, quelles vont être les prochaines étapes? Parce qu'on a l'impression que vous n'obtenez pas gain de cause jusque-là. Quelles vont être les prochaines étapes de votre combat? Est-ce que vous allez porter plainte contre la direction générale de la société ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, nous avons entamé déjà une procédure judiciaire contre la direction. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la direction, c'est-à-dire depuis qu'ils ont vu que nous avons déjà mis en place ici un mouvement contre la direction, ils ont dit qu'ils vont libérer les cadres. Le mois passé, étant donné que les activités ne sont même pas encore finies sur le site de Soapiti. Parce que moi, je relève du département de développement local et aucune activité n'a été menée d'abord dans le cadre du développement local. Qu'est-ce qu'ils comptent faire avec ce montant? Et il y a des projets financés. Oui, bien sûr. Chaque activité est budgétisée. On a déjà fourni dans le document. On a déjà et les projets ne sont pas exécutés sur le terrain. On va les écouter, on a fini là. Il est presque l'heure. Allez-y, oui. Vous comprenez? Et déjà, aucune activité n'est menée d'abord concernant le développement local. Il y a beaucoup de problèmes encore au niveau de l'environnement qui ne sont pas encore finis. Exécutés encore. Mais sur ce genre de projet, effectivement, il y a des fonds qui sont dévolus au développement local, à l'écologie, etc. Et déjà, ils disent qu'ils ont libéré les cadres. À la fin du mois de mars passé, du mois de mars passé, là, le DG il a convoqué une réunion parce que j'ai compris que c'était moi on voulait, vraiment. Vous comprenez? Oui, le fait que vous dénonciez les choses. Vous êtes un rebelle. Donc, ils m'ont convoqué à la direction et une fois après ma convocation, le 10, il a convoqué une réunion, une assemblée générale pour tout le personnel. Et tout le monde était au bureau. Donc il dit maintenant qu'ils vont devoir laisser les gens parce que le projet est fini. Bon, nous on est de tout cœur avec vous, mais franchement, portez plainte. Le projet n'est pas fini parce que ils ont libéré la totalité des travailleurs, mais pendant ce temps, ils font appel à d'autres travailleurs. D'autres libérés. Incroyable. En ce moment, ils ne sont même pas légaux pour être sur le site. Oui. Parce qu'ils sont libérés. Vous voulez dire, il y a certains parmi vous qui ont des bons rapports avec d'autres, avec la direction. C'est le népotisme, c'est scandaleux. C'est ce que nous appelons le favoritisme. Tu peux être de même catégorie que quelqu'un. Et il est plus payé que toi, il peut aller en mission, il reste en mission, il va en mission pendant que toi tu es assis au Non mais c'est proprement scandaleux, monsieur Abba, c'est proprement scandaleux. Je vais vous dire, demandez un audit et portez plainte. Ce qui concerne contrat, prise en charge médicale, formation, acompte sur salaire, rien n'est administratif là-bas. Très bien. Et tout cela a été établi par le directeur général adjoint chargé des finances. Il faut que le président de la République demande un audit. Le dernier point. Paul, je suis obligé de rendre l'antenne. Paul Kokoliaba et Daouda Keita, merci d'être passé dans ce studio.
Merci beaucoup. Bien. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci à tous. Merci à tous les chroniqueurs du jour. Merci à Modiabi qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à tous ceux qui sont du côté de la régie, Nalaï Sidibé notamment, Vladimir Poutine, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé et tout le reste. Ça a été un plaisir de vous avoir. Nous souhaitons bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée et d'ailleurs. Nous nous retrouvons prochainement pour d'autres numéros, d'autres sujets d'actualité.